La nouvelle année marque le grand retour d'un marronnier de nos métiers de la communication et du marketing, la publication des grandes tendances de l'année à venir. Cet exercice d'intuition, de projection, de prédiction est généralement le morceau de bravoure des planeurs stratégiques. Et pourtant, c'est notre planeur stratégique, Thomas, qui est d'habitude de l'autre côté du micro, qui nous invite à la plus grande prudence avec ces tendances de l'année. Alors Thomas, ces tendances, c'est plus tendance. C'est plus tendance quand même un petit peu. Ça, en tout cas, moi, ça continue de beaucoup m'occuper. Et puis, on va le voir, l'idée étant bien sûr de rester connecté à toutes ces tendances. À titre personnel, ça continue de prendre beaucoup de mon temps, d'aller comprendre comment les consommateurs évoluent, quels sont leurs usages, leurs préoccupations, d'aller comprendre aussi les nouvelles plateformes, les nouveaux créateurs de contenu et plus globalement les tendances créatives qui émergent dans notre société. J'invite d'ailleurs chacun à rester bien sûr connecté à tout ça. Ce qu'on va voir, tu l'as très bien dit, c'est pas dans les tendances dans l'absolu qui posent souci, c'est cet exercice un petit peu hasardeux, je trouve, à certains égards, du top tendance de l'année suivante. Et donc c'est ça qu'on va un petit peu décrypter aujourd'hui, notamment parce que ça additionne et mélange beaucoup de choses et amène un peu de confusion à mon sens. Alors du coup, ça regroupe quoi ces tendances ? Alors justement, j'ai identifié 3 grandes catégories et qui sont un petit peu pêle-mêle et qui permettent peut-être pas toujours de pleinement profiter de ce travail qui est fait de plein de cabinets, de plein de médias, justement des top tendances de l'année suivante. Il y a 3 grandes catégories. Il y a à la fois des tendances de fond, et on verra justement que c'est pas nécessairement celles qui sont le plus représentées, mais donc voilà, c'est les plus structurantes, les plus massives, celles qu'on parle aussi de tendances systémiques ou profondes, des signaux faibles, qui eux justement sont émergents, apparaissent tout juste. On en parle beaucoup plus souvent et on verra d'ailleurs peut-être qu'on a un peu galvaudé ce terme. Et enfin des effets de mode qui eux donc sont dans un temps court, même parfois très court. Voilà un peu les 3 grandes catégories qui sont un peu mélangées, donc un petit peu confus. Et donc on va essayer de creuser un petit peu ça pour voir quelles sont les limites et donc mieux appréhender les top tendances. Finalement, est-ce que c'est vraiment un problème que ce soit mixé, confus, toutes les tendances ? Bah, je pense que nos métiers, l'idée étant d'amener quand même de la clarté, justement, plutôt que de la confusion. Donc déjà, par principe, c'est un petit peu problématique, surtout que c'est un travail qui est souvent un travail d'étude, qui se base sur une démarche qui se veut autant scientifique que possible. Donc justement, autant amener un petit peu de clarté. Le premier point qui m'embête sur les tendances de fond, c'est justement qu'elles sont souvent un peu voilées dans cet exercice, une fois de plus, très précis du top tendance de l'année suivante. On les met un petit peu de côté pour une raison très simple, c'est que par définition, une tendance de fond s'inscrit sur plus de 12 mois. Et c'est la limite, bien sûr, de cet exercice des tendances des 12 mois à venir, c'est que on s'inscrit dans une temporalité, et or le, les mouvements de notre société, de notre époque, peuvent pas se limiter et peuvent pas se découper par tranches de 12 mois. Donc il y a beaucoup de tendances de fond qui sont essentielles. D'ailleurs, certaines dans nos travaux, en fait, sont pas évidentes à identifier, justement parce qu'en fait, elles sont tellement ancrées, elles sont tellement là, que en fait, on en a fini un petit peu par les oublier tellement elles nous structurent. Parmi les tendances, par exemple, je trouve qu'illustre bien ça, qui est une tendance de 2023, qu'on sera très certainement une de 2024, mais en réalité qui est une tendance bien plus longue que ça, c'est le développement de la seconde main. On en a pas mal parlé en 2023, mais on peut pas le limiter, on peut pas dire que le principe de l'échange de la seconde main entre particuliers a été inventé en 2023. Ça existait bien sûr depuis bien avant, et sous forme de dons, et sous forme ensuite de vide-grenier. Il y a eu des acteurs importants, il y a eu Le Bon Coin, il y a eu Back Market et Vinted plus récemment, qui ont beaucoup participé aussi à structurer cette démarche auprès des marques. Mais ce qu'on a vu qui est quand même intéressant, c'est d'un côté la pratique se développer, notamment pour des raisons économiques liées à l'inflation. Et puis on a vu aussi des marques, des enseignes qui se sont positionnées, je pense à Carrefour, je pense à Decathlon, et on pourra en citer plein d'autres, qui jusqu'ici avaient pour concurrent indirect justement Le Bon Coin ou des concurrents comme ça, et se sont rendus compte que d'entrée bien il y avait une place à prendre, le fait que des marques choisissent d'elles-mêmes intégrer la seconde main. Je trouve que c'est une tendance de 2023 qui est super forte, mais on voit bien que c'est une tendance de fond qui s'inscrit donc dans quelque chose de bien plus long, et on pourrait même dire de bien plus large, puisqu'en réalité, le fait d'aller moins vers la possession, davantage vers une transaction plus courte, le fait de réparer, etc., s'inscrit elle-même dans une tendance plus grande. Donc voilà pour cette première limite, pour ce premier biais qui fait que les tendances de fond
ont tendance à être un petit peu masqués, un petit peu oubliés par la nature de cet exercice des top tendances. Alors on va plutôt vers quoi si on veut malgré tout, et qu'on a conscience que ces tendances de fond sont importantes, vers quels outils on a à disposition dans le groupe The Links, Moai fait un baromètre sur les nouvelles tendances de consommation. Est-ce que c'est des choses comme ça vers lesquelles il faut aller? Eh beh, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a, forcément nous là l'exercice qui nous concerne aujourd'hui et celui des top tendances, c'est bien sûr pas la seule étude et donc il y a une forme de complémentarité, hein, ici qui existe avec des baromètres annuels. Celui de Moai en effet qui est l'institut d'études du groupe The Links, est un formidable outil et me sert beaucoup, mais ça pourrait être vrai pour d'autres baromètres qui ont une même méthodologie, un même panel et donc qui permettent justement, peut-être plus précisément de suivre, ces tendances de fond. Ce qui me semble, voilà, ce qui me semble une belle complémentarité en effet avec les top tendances. Alors donc d'un côté on a ces tendances de fond qu'on trouvera sur des baromètres qui vont être un peu snobés, donc on va dire en tout cas par l'actualité. Après c'est quand même hyper intéressant pour une marque d'identifier les tendances rémissantes, voilà, les fameux signaux faibles, parce que c'est là où on peut faire des paris sur l'avenir. Donc ça vaut le coup quand même d'avoir ces petits warnings sur ce qui va se passer. Bien sûr, et c'est ce qu'on retrouve le plus en réalité, cette deuxième catégorie des signaux faibles. Le terme est un peu galvaudé, comme je le disais un petit peu plus tôt, puisque par définition, normalement, quand même, un signal faible est en effet une pratique, un usage, disons, qui est émergent et qui majoritairement, en fait, à 90-95%, est voué ou à le rester, et même plus certainement à disparaître. Donc je trouve qu'il y a un petit peu un mythe autour des signaux faibles qu'il faudrait aller chercher. La réalité, c'est que pour beaucoup, les signaux faibles sont voués à disparaître. Et donc, en effet, il n'y a qu'un petit signal qui va demain devenir une tendance. Et pour la majorité des marques, en tout cas pour toutes les marques qui sont relativement mainstream, c'est pas péjoratif de ma part, il y a assez peu d'intérêt à aller chercher des signaux faibles très 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 précis pour cette raison. Déjà parce qu'il y a des chances que ça disparaisse, et puis il y a des chances que ça intéresse une toute petite niche. Donc, un bon exemple là-dessus, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser, mais voilà, il faut avoir conscience de ça, notamment le moment où on oriente la stratégie de sa marque. Ça peut être le DAO, ou les DAO, qui est un acronyme un peu barbare derrière un anglicisme pour dire Decentralized Autonomous Organization, donc des organisations autonomes et décentralisées. On l'a pas traduit encore celui-ci, mais c'est un phénomène émergent qui est assez passionnant, ceci dit, qui est un peu à la croisée du grand fourre-tout, aussi passionnant qu'un petit peu déprimant du Web3. Donc l'idée étant que ce soit des personnes qui soient créateurs et entrepreneurs qui se retrouvent pour créer une marque, associer un produit, et parfois justement à pas grand-chose si ce n'est des NFT, c'est parfois un peu la limite. Mais plus fondamentalement, voilà, d'avoir une organisation qui soit tout de même décentralisée, avec une part de vote, où la création, elle aussi, soit multiple. Ce qui, pour nous, pour nos métiers, le fait que la création revienne vraiment aux consommateurs, c'est des choses et des mythes qu'on a beaucoup eu, hein, ce côté de la vraie marque du consommateur. Là, en l'occurrence, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de collaborateur client, tout est un petit peu mélangé. Et puis ce principe de DAO, en plus, a plein d'impact aussi d'un point de vue monétaire, d'un point de vue financier, politique, etc. D'autres aspects inhérents à la blockchain qui nous concernent un petit peu moins, mais qui illustrent bien voilà, ce signal-là. On voit des marques se lancer qui, en effet, appartiennent à une petite communauté qui, pour la plupart, en plus, ne se connaît pas et qui crée. Je trouve ça assez fascinant. C'est un signal faible parce que ça reste bien sûr un usage de niche. J'ai vraiment du mal à croire que d'ici quelques années, on soit tous co-créateurs et cofinanceurs, enfin co-actionnaires de différentes marques et que ça devienne une pratique parfaitement courante. Je pense que ça restera là aussi pour certains profils qui ont une part et créative et entrepreneuriale en eux. Mais voilà, c'est un bon exemple de signal faible, de ses limites, mais aussi de l'intérêt que ça peut avoir, puisque voilà, un signal faible comme les DAO, même si demain ça ne devient pas quelque chose de très populaire, ça peut ouvrir des idées pour nous aussi, pour différentes opérations. Donc, c'est à regarder. Juste prenons ce recul de voilà, des signaux faibles. Tous n'ont pas vocation non plus à être le signe de ce que sera demain et encore moins de ce que seront les 12 prochains mois. On a eu l'occasion d'en parler en préparant notre entretien. Tu dis aussi qu'un autre biais, c'est
des capacités des tendances à être autoréalisatrices. Oui, oui, en effet, il y a ce biais qui est en fait celui un petit peu du devin, hein, qu'on a dans beaucoup de mythes, le fait qu'une prophétie soit dite, soit énoncée, fait que bah, finalement chaque individu va changer son comportement pour qu'elle se réalise, et donc elle finit par se réaliser. Ce qui, appliqué à notre sujet, en effet, fait que bah, lorsque beaucoup d'études prospectives, une fois de plus, c'est celle-ci, c'est pas celle qui donne l'état des lieux aujourd'hui de ce qui existe aujourd'hui ou ce qui existait hier, hein, c'est bien toutes celles qui viennent prédire l'avenir ici, ou qui, euh, qui souffrent de ce biais d'autoréalisation. Bah forcément, le moment où toutes les études promettent quelque chose pour l'avenir, les marques, comme et tous ceux qui les font vivre, vont sans doute se positionner. Et donc, en effet, ça va devenir une tendance pour les mois, pour l'année qui suit, forcément. Ça va pas forcément devenir une réalité, ceci dit, au-delà justement bah, des marques des personnes et des influences qu'il peut avoir autour. Ce sera pas forcément une réalité dans la société. C'est un peu le cas de ce qui s'est passé en fin d'année dernière autour de tout ce qui était métaverse, où on a eu une espèce de, mais y compris chez nous, une espèce de hype et de focus sur le métaverse. Ça avait tout changé, on en parlait partout. Et puis finalement, ça a été balayé, notamment Ouais, par l'IA, qu'on n'avait pas vu arriver, enfin, en tout cas l'IA générative, qu'on n'avait pas forcément vu arriver aussi vite. Et voilà, alors qu'on a passé beaucoup de temps sur le métaverse. ouais, je trouve que ce truc-là est un cas intéressant. D'abord parce que ça vient pas totalement balayer la réalité du métaverse. En fait, je trouve ça toujours aussi fascinant. Ce que ça montre surtout, c'est le principe de la courbe de hype là, de Gartner, qui fait qu'il y a eu en effet un moment, hein, où il y a eu un envol médiatique et on s'est mis tous à parler de ça comme si c'était déjà une réalité. Euh, on nous annonçait en effet qu'on allait y passer un nombre d'heures démesuré dans quelques mois. Donc il y a eu sans doute il y a eu un emballement qui pour beaucoup est médiatique, et euh, dans lequel en effet beaucoup peut-être se sont fait tromper par ça. Et ça montre bien que bah, c'était en partie une réalité, puisque finalement toutes les études qui ont dit que le métaverse allait être un sujet en 2022-2023, peut-être à cheval un peu entre plusieurs mois, plusieurs années aussi, selon le, les communautés et les sphères dans lesquelles on s'inscrit, bah, ça a été une réalité. On a vu plein d'opérations de marque se positionner autour, ou en tout cas proche du concept de métaverse. C'était le cas. C'était le cas, c'est ça qui est très paradoxal. Il n'y a pas eu un usage qui s'est démocratisé, pas aussi vite. D'ailleurs, je trouve que la démocratisation d'un usage aussi révolutionnaire, justement, que ces univers virtuels et sociaux dans lesquels on se retrouverait pour interagir, faire du commerce, bah, c'est une tendance de fond, c'est quelque chose qui va s'inscrire sur un temps beaucoup plus long. Justement, ça peut pas être une tendance qui, en un an, vient absolument tout balayer aussi vite. Donc, le métavers illustre bien le principe de tendance de fond, et à quel point, à quel point aussi il y a des effets médiatiques qui fait qu'on Bah, peut vite s'emballer. c'est une tendance de fond qui finalement est devenue un effet de mode. Il y a Et eu ben c'est un ça. rapport à ça, en fait. Et finalement, pour une marque, de pouvoir rebondir, surfer sur un effet de mode, ça permet aussi, c'est important d'identifier ça. Alors, pour utiliser un mot de boomer, pour rester dans le coup, hein, donc, Hmm. dans l'air du temps, on va dire, c'est bien aussi de pouvoir identifier ce qui va faire que la marque peut, même à court terme, être connectée. Exactement, c'est un peu la dernière partie. C'est là où on est plus sur un effet de mode assumé. Il y a des marques qui le font très bien, hein. Voilà, on a un peu ce terme technique de news hacking, la capacité à rebondir et à détourner une information qui, elle, voilà, peut être purement un fait d'actualité très court. Certaines marques le font très bien, au moins à l'échelle des réseaux sociaux. Et donc rien que pour ça, ça peut avoir du sens. Mais parce que voilà, je pense que chacun comprend qu'il y a quelque chose d'opportuniste, mais qui peut être bien fait, qui peut être sympa d'aller en effet s'approprier un élément d'actualité, ce qui permet d'émerger, aussi d'avoir peut-être une bonne performance au moins en RP. C'est intéressant au moins pour ça, et ça montre justement une forme de connexion à l'époque, qui est une notion qui nous est chère à l'agence. Euh, ce qui est pas le cas bien sûr dans l'exemple qu'on voyait juste avant, où à l'inverse finalement de prendre la parole, et avec comment dire, d'en faire un sujet très important, de repositionner sa marque, de faire quelque chose de très sérieux, d'un sujet qui en réalité n'est pas une réalité pour les consommateurs, comme on a pu le voir sur le métaverse.
peut montrer à l'inverse une forme de déconnexion, justement. Alors après, il y a des marques qui, justement sur le sujet métaverse, l'ont pris comme un effet de mode, qui simplement ont fait un petit clin d'œil. Ah, c'est un sujet d'actualité dont vous avez peut-être vite fait entendu parler. On se positionne dessus, ce qui a très bien fait Becherel, par exemple, à un moment sur l'IA, je pense toujours à C'était celle-ci, c'était sur l'IA. parce qu'elle est Sur très bien. l'IA. Et au bout du compte, Euh, ils étaient au début en pensant que c'était un effet de Exactement. mode, et puis ça a pris plus d'importance. Oui, c'est vrai que l'IA peut être aussi un bon exemple, un bon contre-exemple de, il y a un truc médiatique et il y a aussi des usages derrière. Ce qui montre bien, et c'est intéressant d'ailleurs, à quel point comment dire, les choses sont pas si évidentes à ranger dans ces 3 cases. Il y a 3 grandes catégories sur le papier, et les choses aussi justement peuvent varier et peuvent être prises de différentes manières. C'est ce qui m'interroge pas mal d'ailleurs aussi, justement, quand des faits viennent, dans quelle mesure c'est un effet de mode, dans quelle mesure ça c'est pas une tendance de fond, mais est-ce que ça s'inscrit dans une tendance de fond? Est-ce qu'il y a des signaux faibles qui gravitent autour? C'est justement ce qui est intéressant ici à décrypter. D'ailleurs, je ne sais pas si, j'ai pas regardé, mais si on revient sur les tendances de l'année 2023 publiées en 2022, on avait l'apparition de l'IA générative et de ChatGPT était aussi forte. Alors peut-être 2023, mais en tout cas, je pense que dans 2022, il n'y avait pas. Enfin, c'est Non, des choses qui n'avaient pas bah été. non, mais c'est vrai que c'est pas évident, notamment ce sujet-là, de ce que j'en comprends. En fait, on parlait déjà pas mal d'IA, sauf que le fait qu'à un moment, un acteur se dise, si, si, très bien, ce qui nous sert, nous, en interne, à la Silicon Valley, je crée, ou plutôt j'ouvre ChatGPT et chacun peut se mettre à jouer avec ce modèle qui jusqu'ici était dans les mains de quelques personnes, c'était quand même... Enfin, c'est un fait qu'on pouvait difficilement voir venir. Ce qui montre bien plus globalement à quel point aussi, sur ce sujet-là, mais pas que sur le sujet technologique ou économique, hein, sur plein de sujets, ça devient sans doute compliqué aujourd'hui de pouvoir se projeter très loin. C'est aussi l'une des limites, bien sûr, de cet exercice de divination. C'est que, bien sûr, par définition, l'avenir est quand même un petit peu ce qu'on en fera. Mais je crois, plus particulièrement, l'année qui vient ou les années qui viennent vont être quand même vont être bien difficiles à prévoir. Euh, pour plusieurs raisons, je crois qu'on le sent, et puis c'est quand même plutôt bien étudié, qu'on arrive à différents points de rupture. Il y a une théorie de point de bascule, comme si on arrivait à un certain moment, à un certain degré où les choses étaient vouées à changer, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, on sent, hein, d'ailleurs, ce qui crée aussi une part de tension à plein de niveaux. D'un point de vue environnemental, là aussi, c'est ce qui fait qu'on a bien du mal à se projeter, à imaginer la suite, parce qu'on est sur des situations qui sont en partie inédites d'un point de vue environnemental. Pour cette raison-là, c'est bien compliqué de se projeter. Je dirais pas que c'est, comment dire, je me méfie des discours comme si c'était une nouveauté, comme si en effet, jusqu'ici c'était très facile de deviner, ça devient plus compliqué, on a des acronymes de Le Monde et VUCA, etc. Il serait devenu vraiment très incertain. Je suis pas sûr qu'il le soit plus particulièrement que des années de guerre, ou à mon avis, ça devait être bien compliqué d'écrire les trends 1942. Je pense que voilà, c'est pas si inédit que ça à certains égards. Il y a en effet des périodes à l'échelle mondiale qui sont aussi très compliquées. Mais voilà, sans doute que pour ces faits économiques, politiques, environnementaux tout de même, et ces effets un petit peu de rupture de carrefour dans lequel on est, ça va quand même pas être évident, à mon avis, de se projeter aussi loin de 12 mois. Voilà, on le voit bien, de toute façon, les dirigeants ont aussi arrêté de se projeter à 5, 10 ans, et on s'est rendu compte qu'il va falloir se projeter sur des périodes plus courtes. Euh, Sans doute que ce sera le cas dans les prochains mois. Et puis bon, on a tous un peu pris comment dire, la leçon de la crise du Covid quand même, où là aussi, c'est un peu comme l'intelligence artificielle là-dessus, un peu peut-être parallèle, un peu hasardeux de ma part, mais je m'explique. Euh, on savait, on avait identifié qu'il y avait un risque en effet d'épidémie, sauf qu'on pouvait difficilement imaginer qu'il allait arriver à ce moment-là précis, et donc anticiper l'impact que ça pouvait avoir. Personne ne pouvait vraiment le prédire, et donc une part des études annuelles, forcément, au moins sur ce qui nous concerne, sur la consommation, les marques, le média, etc., ont dû un peu revoir leur copie, ce que je trouve plutôt une bonne chose. Je pense notamment à l'étude Future 100, c'est ça, de Wunderman Thompson Intelligence, qui est une étude assez majeure, alors qui sort sans fait à l'échelle du monde. Il faut prendre un peu de recul, il faut le recontextualiser, mais c'est quand même une étude assez intéressante que du coup j'invite chacun à aller observer pour l'année à venir. L'année de la crise du Covid, enfin plutôt celle de l'année 2020,
Ils ont dû réactualiser. Justement, ils ont fait une partie 2020 V2 en cours d'année, justement parce qu'ils se sont rendus compte que non, les transformations étaient trop profondes. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Enfin, c'est une attitude qui est déjà assez honnête de leur part, quand même le dire. Et j'ai tendance à croire que voilà, le fait de ou d'arrêter de se projeter à un an, ou de revoir la copie en cours de route parce que des faits marquants sont arrivés, c'est quelque chose qui va sans doute se reproduire, voire ça pourrait devenir peut-être une habitude aussi de notre part, voilà, de sortir de cette vision à un an. Pour les créateurs de contenu, c'est bien parce que ça permet d'avoir plus de sujets. Plutôt d'avoir une fois le top Mais très ça. tendance 2024, on va avoir top tendance 2024 1.0, 2.0. Enfin, voilà, Avec ça permet d'avoir des sujets. avec la part de contradiction, sans doute que ça comprendra, mais oui, je pense que c'est une bonne dynamique aussi, justement, celle de Après, j'ai interroger. du mal à croire que tu ne te projettes quand même pas sur l'exercice en tout cas, d'analyse, de prévision. Sur quoi les marques, malgré tout, peuvent s'appuyer? Comment il faut faire aujourd'hui pour se projeter un peu plus loin sur ce niveau de tendance, quoi. C'est pour se projeter en 2024, malgré tout. C'est quoi les points de repère? Sans doute qu'en effet, le premier point de repère pour ça, c'est soi. C'est-à-dire, c'est déjà bien. En fait, je pense que les marques, par notamment les temps en partie incertains, en partie troublés, et puis avec une part d'économie, voilà, bien sûr, qui est pas évidente, que chacun ressent, doivent être encore plus fidèles à elles-mêmes, encore plus cohérentes, voire pour certains, voilà, être peut-être même une part de rempart aussi, justement, comparé à tous ces changements. Ce qui ne veut pas dire ne rien faire, et au contraire, voilà, c'est surtout pas ne pas bouger. Au contraire, hein, j'incite bien sûr toutes les marques à continuer d'expérimenter, à chercher de nouvelles choses. Mais le premier point de départ, voilà, est quand même pour moi d'essayer de bien comprendre qu'est-ce qui fait sens. Et pas uniquement voilà, c'est pas uniquement un exercice de écrivant une phrase de raison d'être. Je pense que c'est voilà, c'est un peu plus profond que ça aussi, de réinterroger une part de cette activité, une partie du contenu aussi, justement, de savoir réellement ce qui fait sens, ce qui vraiment nourrit la marque ou non. Ça, c'est notre point de départ. Euh, Ça doit être ce premier travail. Et le second, c'est bien sûr d'aller comprendre et d'aller quand même interroger ces tendances avec justement un petit peu le recul, la part de prudence qu'on vient d'évoquer, bien sûr, avec également ces filtres, ces catégories justement entre tendance de fond, signaux faibles et effet de mode. On n'a pas évoqué la notion d'effet de mode, mais en effet, elle a son importance et peut avoir toutes ces qualités. Donc de ces trois parties, ce qu'on fait, ce qui nous occupe beaucoup à l'agence, on a développé un outil, une méthodologie justement qui est intimement liée aussi, nous, à notre volonté de connecter les marques à l'époque. C'est justement d'essayer de cartographier cette époque à travers un outil, mais une fois de plus, ce n'est que le réceptacle, d'aller regarder et d'aller connecter justement un petit peu ces différents éléments. Ce qui est bien sûr l'une des limites qu'on peut avoir aussi dans cette logique d'addition, voilà, finalement on met beaucoup de choses à côté qui en effet sont vraies et caractérisent notre époque. L'exercice qu'on essaye de faire à la fois en interne et avec nos clients en tant que possible, c'est justement d'essayer de commencer à faire ces liens. Ce qui nous permet d'ailleurs aussi de pouvoir nous projeter en quelle mesure des signaux faibles s'inscrivent dans des tendances de fond plus importantes, en quelle mesure il peut y avoir des connexions entre des faits sociaux avec une dimension économique qui peut être assez proche. Voilà, il y a un travail de cartographie qui est pleinement inspiré et de la pensée complexe et de toutes les analyses systémiques. Alors ça devient vite très compliqué et très technique, pour être franc, sur ces parties-là. Nous, ce qui nous intéresse est pas tant de brasser une quantité de données et d'informations qui justement nous dépassent totalement, c'est de pouvoir amener assez de clarté justement sur des faits qui nous paraissent intéressants, qui pourraient intéresser une marque, de commencer déjà à créer des liens entre ces signaux. Justement, on parle volontairement de signaux, qu'ils soient faibles ou non, hein. Dans signaux, on met à la fois la partie tendance et la partie signal, justement. Et surtout donc de ces différents signaux qui commencent à trouver une forme d'arborescence de manière assez organique, et qu'on fait volontairement nous-mêmes, justement aussi avec la part d'intuition, de sensibilité, d'humanité qu'on peut avoir. Ensuite, d'essayer d'y connecter la marque, de trouver euh, les signaux qui bien sûr font sens, et de trouver également ensuite les opérations, de trouver quels peuvent être les messages qui peuvent à la fois rebondir sur en effet un effet de mode. Parfois ça peut arriver, et puis ce qui peut aussi inscrire la marque dans, au contraire, une tendance de fond plus importante, dans un signal faible, si vraiment on a le sentiment que celui-ci
gravitent justement autour de tendances de fond qui, elles, sont plus stables et pérennes. Donc on a ce travail-là en amont. Et bien sûr, c'est qu'un point de départ. Tout ça est un moyen pour nous de connecter les marques à l'époque et ensuite de pouvoir travailler l'ensemble de la stratégie de marque et des opérations de nos clients. Bon, du coup, en conclusion, ça vaut quand même le coup de continuer à regarder les tendances. Ça vaut le coup, pour plein de raisons, ça vaut le coup. Déjà, je trouve que, comme on l'a vu, c'est quand même un bon point de départ. Ça demande toute la prudence qu'on a pu évoquer. Et puis, je trouve ça quand même intéressant pour nous, en tant que professionnels, de rester aussi, de rester curieux là-dessus, de pouvoir continuer à discuter justement en partie de manière spontanée et avec une part justement d'intuition, où à un moment, voilà, malgré toute la science, tous les chiffres, toutes les études et tous les algorithmes qu'on peut avoir, je pense qu'il y a une part d'échange, d'intuition qui est importante. Donc voilà, rien que pour avoir de la matière à échanger avec d'autres professionnels de la communication, je pense que j'invite chacun quand même à continuer à acheter un coup d'œil, un coup d'œil aguerri, réaliste, mais curieux bien sûr sur tous ces contenus. Merci Thomas. Eh ben, merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un prochain UV où Thomas reprendra sa place de host. Voilà, quand même. Ça, c'est une prévision pour 2024 c'est ça. qui est assez certaine. Les UV reviendront. Merci à vous.